Cela a commencé comme une scène à laquelle aucun parent ne pourrait jamais se préparer. Kate McCann a couru dans l'appartement, sa voix se brisant en cris incontrôlables. Elle a crié que Madeleine avait disparu, qu'elle avait vérifié et que la petite fille était introuvable. La panique s'est répandue instantanément. Des amis se sont précipités hors du restaurant, leur dîner oublié, alors que l'incrédulité s'installait. C'était impossible à imaginer. Un moment des vacances en famille au Portugal, l'instant d'après, la réalisation horrifiante qu'une enfant avait disparu. Le poids de cette nuit est tombé comme une tempête. La voix de Kate a résonné dans les couloirs. Le visage de Jerry s'est figé d'incrédulité et leurs amis sont restés pétrifiés, déchirés entre le choc et l'action. Dès les premières minutes, deux versions de la réalité ont commencé à se former. L'histoire qui est parvenue au monde était celle d'un enlèvement, un inconnu se glissant dans la nuit pour prendre une enfant endormie. C'était simple, terrifiant, et cela correspondait à la peur qui étreint le cœur de chaque parent. Mais derrière les murs de l'appartement 5A, un autre récit a commencé à prendre forme. Il n'y avait aucun signe d'effraction, pas de serrure cassée, pas de verre brisé. Et si ce n'était pas du tout un enlèvement? Et si quelque chose de bien plus tragique et intime s'était produit? Et ce qui a suivi n'était pas une recherche désespérée, mais une dissimulation désespérée. C'est ici que l'histoire de Madeleine McCann passe de la tragédie au mystère. Les frontières entre accident, négligence et dissimulation délibérée s'estompent, jusqu'à ce que personne ne puisse dire avec certitude quelle était réellement la vérité. Mais la nuit du 3 mai 2007 a laissé plus que du chagrin. Elle a laissé une traînée de contradictions, de silence et de détails qui entrèrent l'affaire à jamais. En surface, le déroulement de cette nuit semblait simple. Vers 21h, l'un de leurs amis, Matt Oldfield, s'est proposé d'aller vérifier comment allaient les enfants McCann. Il est entré brièvement dans l'appartement, mais a admis plus tard qu'il n'avait pas inspecté la pièce en profondeur. Il n'a pas vu Madeleine dans son lit, mais n'a pas non plus donné l'alerte. Au lieu de cela, il est retourné au restaurant et a dit nonchalamment au groupe que tout allait bien. Ce choix, sa décision de ne pas agir, deviendrait l'un des éléments les plus débattus de l'affaire. Quelques minutes plus tard, à 21h05, Jerry McCann lui-même est entré dans l'appartement. Selon sa déclaration, tout semblait normal. Madeleine était au lit, ses frères et sœurs dormaient et rien n'était déplacé. Il est ensuite retourné dîner. Mais ce moment deviendrait plus tard un point central, car de ce moment jusqu'à 22h, il n'y a aucun témoin indépendant pour confirmer ce qui s'est passé à l'intérieur de l'appartement 5A. À 22h, Kate McCann est allée vérifier les enfants. C'est à ce moment-là que l'alerte a été donnée, quand elle a crié dans la nuit que sa fille avait disparu. Le groupe s'est dispersé, criant le nom de Madeleine dans les rues, alertant les voisins et les touristes. Mais à ce moment-là, près d'une heure entière s'était écoulée depuis la dernière vérification de Jerry et l'observation incomplète de Matt. Ce laps de 60 minutes est un trou noir dans la chronologie. Aucun voisin n'a signalé avoir entendu quoi que ce soit d'inhabituel. Aucun passant n'a vu Jerry pendant ce temps. Et l'appartement semblait plongé dans un silence étrange. Dans une affaire où chaque minute compte, cette période de temps inexpliquée est devenue le cœur de la suspicion. Madeleine était-elle déjà partie? Quelque chose s'était-il passé dans cette pièce pendant que le monde extérieur restait inconscient? Lorsque les enquêteurs ont examiné l'appartement, la première chose qui a sauté aux yeux, c'est ce qu'ils n'ont pas trouvé. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Les volets n'étaient pas forcés, les serrures n'étaient pas endommagées et les fenêtres ne portaient aucune rayure ni empreinte digitale. Pourtant, Kate et Jerry ont insisté dès le début sur le fait que Madeleine avait été emmenée par la fenêtre même qui ne montrait aucune preuve d'intrusion. Cette incohérence a semé l'un des premiers doutes dans l'histoire officielle. Puis vint le détail de la porte arrière. La porte-fenêtre à l'arrière de l'appartement donnait directement sur un petit jardin qui menait à un sentier non éclairé entouré de buissons et de broussailles. La nuit, il faisait nuit noire, invisible au regard des passants. Pour quiconque voulant déplacer quelque chose ou quelqu'un inaperçu, c'était la voie d'évasion parfaite. Et la nuit où Madeleine a disparu, cette porte a été laissée ouverte.
Les doutes n'ont fait que s'accentuer avec le témoignage de la voisine Pamela Fenn, qui vivait dans l'appartement juste au-dessus. Elle a rapporté avoir entendu Madeleine pleurer pendant plus d'1 heure la nuit précédant sa disparition. Le son était incessant, une détresse d'enfant restée sans réponse. Ce détail laissait entrevoir un schéma troublant. Madeleine était peut-être habituée à se réveiller la nuit à la recherche de ses parents. De là a émergé l'une des hypothèses les plus obsédantes. Et si, cette dernière nuit, elle s'était de nouveau réveillée? Entendant la voix de son père dehors alors qu'il discutait avec un ami dans la rue, elle aurait pu monter sur le canapé du salon pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. Ce faisant, elle aurait pu perdre l'équilibre et tomber la tête la première sur le sol carrelé et dur. À 3 ans, son crâne était encore fragile. Des experts ont noté qu'une telle chute, même d'une petite hauteur, aurait pu causer une blessure mortelle. Plus tard, des chiens spécialisés ont signalé l'odeur de sang et de décomposition près du canapé. Si cette théorie est vraie, alors ce qui s'est produit n'était pas l'œuvre d'un intrus, mais un accident tragique, suivi de décisions prises par peur plutôt que par vérité. Pour comprendre pourquoi la suspicion s'est si lourdement portée sur les McCann, il faut regarder les chiens. Eddie et Kila n'étaient pas des animaux ordinaires. C'étaient des chiens d'élite de détection de cadavres et de sang de la police du South Yorkshire, entraînés avec une précision quasi parfaite pour trouver des traces invisibles à l'œil humain. Lorsqu'ils ont été amenés dans l'appartement 5A, leurs réactions ont dressé un tableau glaçant. Eddie, le chien détecteur de cadavres, a alerté à plusieurs endroits, y compris le coin de la chambre où Madeleine était censée avoir dormi, et de manière choquante sur les vêtements de Kate McCann, en particulier l'une de ses vestes. Kila, entraîné à détecter le sang humain, a trouvé des traces sous les carreaux de céramique du salon près du canapé. Ce n'était pas de simples taches. Le sang s'était infiltré sous les carreaux, dans les joints, là où il ne pouvait pas être essuyé. L'analyse médico-légale a révélé que l'échantillon contenait un profil ADN partiel, 15 marqueurs génétiques sur 19 correspondant à Madeleine. Bien que non juridiquement concluant, les experts ont convenu que c'était statistiquement significatif. Plus accablant encore, les 2 chiens ont alerté plus tard à l'intérieur du coffre du Renault Scénic, une voiture que les McCann ont louée 24 jours après la disparition de Madeleine. Eddie a signalé l'odeur de décomposition humaine, tandis que Kela a confirmé la présence de sang. Ce chevauchement, le même endroit, 2 chiens différents, 2 alertes différentes, était presque impossible à écarter comme une coïncidence. Même la télécommande de la clé de voiture portait l'odeur. Les scientifiques ont débattu de la contamination, mais lorsque les preuves canines, les traces d'ADN et la chronologie sont examinées ensemble, le poids devient indéniable. Les chiens n'ont pas prouvé comment Madeleine est morte, ni qui était responsable. Mais ils ont révélé quelque chose que la théorie de l'enlèvement n'a jamais pu expliquer. La mort avait touché l'appartement 5A, les vêtements de Kate et la voiture de location des McCann. C'était la preuve du silence, caché dans les fibres, sous les carreaux et enfermé dans un coffre. 2 témoignages de témoins oculaires deviendraient parmi les éléments les plus obsédants et débattus de l'énigme Madeleine McCann. Le premier est venu de Jane Tanner, une amie dînant avec les McCann ce soir-là. Vers 21h15, elle est sortie du restaurant et a remarqué un homme marchant dans la rue près de l'appartement 5A. Il portait une jeune enfant dans ses bras, une petite fille vêtue d'une chemise de nuit pâle. Sa tête pendait mollement contre son épaule, sans vie et immobile. Jane, qui connaissait personnellement les McCann, a admis plus tard que la vue l'avait remplie d'un malaise, bien qu'elle n'ait pas donné l'alerte à ce moment-là. 45 minutes plus tard, vers 22 ans, un autre témoin a vu quelque chose d'étrangement similaire. Martin Smith, un touriste irlandais en vacances avec sa famille, a rencontré un homme descendant vers la plage, portant également une petite fille blonde. L'enfant n'avait pas de chaussures, son corps semblait mou et elle ne bougeait pas. Au début, Smith n'y a pas prêté attention, mais quelques jours plus tard, après avoir vu des reportages montrant Jerry McCann revenir au Royaume-Uni tenant l'un de ses jumeaux de manière similaire, il a ressenti une reconnaissance glaçante. Il a déclaré plus tard qu'il était sûr à 80% que l'homme qu'il avait vu était Jerry lui-même. Les 2 observations décrivaient la même image troublante. Une fille blonde pieds nus, molle dans les bras d'un homme qui correspondait à la corpulence de Jerry. Les chemins empruntés par ces hommes s'éloignaient des zones peuplées,
vers des routes plus sombres et plus calmes. Des routes choisies non pas pour la sécurité, mais pour la discrétion. Et les heures correspondaient parfaitement au vide d'une heure dans la chronologie des McCann. Si Martin Smith avait raison, alors l'histoire officielle de l'enlèvement s'effondre. Madeleine n'a pas été enlevée par un étranger. Elle a été transportée dans l'ombre par quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un censé la protéger. Et avec cette possibilité, l'affaire s'est transformée d'un mystère de disparition en une question de dissimulation. Parmi les nombreuses questions sans réponse dans cette affaire, un détail se distingue non pas par ce qui a été trouvé, mais par ce qui a disparu. Avant le 3 mai, Jerry McCann était souvent vu portant un grand sac de tennis bleu autour du complexe Ocean Club. Il était assez grand pour contenir plusieurs raquettes et serviettes, et des témoins se rappelaient qu'il faisait partie de sa routine quotidienne. Mais après la disparition de Madeleine, ce sac n'a plus jamais été revu. Lorsque la police a inventorié les affaires des McCann, vêtements, bagages, appareils électroniques, literie, tout était comptabilisé, sauf ce sac. Il n'était pas dans l'appartement, pas dans la voiture et pas sur les listes de biens. Il a tout simplement disparu. Pour de nombreux observateurs, cette absence est devenue plus suspecte que toute trace physique laissée derrière. La théorie est aussi troublante que simple. Dans le chaos de cette nuit-là, si Madeleine était morte dans l'appartement, Jerry aurait pu d'abord cacher son corps à proximité. Plus tard, peut-être aux premières heures du 4 mai ou dans les jours suivants, il aurait pu revenir avec le sac de tennis, la placer à l'intérieur et l'enlever sans être détecté. La taille du sac l'aurait rendu pratique pour transporter un petit enfant et sa disparition suggère qu'il aurait pu être délibérément détruit ou caché pour éliminer des preuves incriminantes. Des experts médico-légaux ont souligné que même si le sac avait été nettoyé à fond, des traces d'ADN et de fluide corporel auraient pu rester dans ses fibres. Cela seul l'aurait rendu dangereux pour quiconque tentant de dissimuler son implication. Détruire ou jeter le sac aurait été le seul moyen de s'assurer qu'il ne pourrait jamais refaire surface. Son absence n'est pas une preuve concluante, mais lorsqu'elle est placée aux côtés des alertes des chiens détecteurs de cadavres, des preuves ADN dans le Renault Scénic et du vide d'une heure inexpliquée, le sac de tennis manquant devient l'un des indices les plus sombres et les plus symboliques. Parfois, ce n'est pas ce que les enquêteurs trouvent qui raconte l'histoire, c'est ce qui disparaît discrètement. 24 jours après la disparition de Madeleine, les McCann ont loué un Renault Scénic argenté. À ce moment-là, le monde entier regardait. L'affaire était devenue l'une des disparitions les plus médiatisées du siècle, et chaque mouvement de la famille était sous surveillance. Mais ce que les enquêteurs ont trouvé dans cette voiture, ou plutôt ce que les chiens ont révélé, a déclenché de nouvelles vagues de suspicion. À l'intérieur du coffre, le chien cadavre Eddie a alerté à l'odeur de décomposition humaine. Le chien de sang Killa a confirmé la présence de sang humain. L'analyse médico-légale a ensuite détecté un échantillon qui correspondait à 15 marqueurs sur 19 de l'ADN de Madeleine. Bien que non définitif légalement, les experts l'ont considéré comme très significatif. La télécommande de la clé de voiture, elle aussi, portait l'odeur de cadavre. Ce n'était même pas des coïncidences. Il formait un schéma qui ramenait à une seule conclusion. La voiture avait été en contact avec une Madeleine décédée. La question troublante était claire. Si elle est morte le 3 mai dans l'appartement, comment son ADN a-t-il pu apparaître dans une voiture louée des semaines plus tard? La réponse la plus cohérente avec les preuves était que son corps avait été temporairement caché, puis déplacé plus tard en utilisant le Scénic, ajoutant au malaise un silence numérique. La nuit du 3 mai, les relevés téléphoniques de Jerry McCann n'ont montré aucune activité de 21h à 23h30. Aucun appel, aucun SMS, aucun signal GPS. Un homme qui était habituellement actif sur son téléphone avait simplement disparu au moment exact de la disparition de Madeleine. Et puis il y avait Kate. Lors de son interrogatoire de police, elle a refusé de répondre à 48 questions directes. Des questions simples et cruciales comme « Avez-vous vérifié si la porte de la chambre était verrouillée ?» ou « Pourquoi n'avez-vous pas donné l'alerte immédiatement ?» Au lieu de coopérer pleinement, le couple a rapidement engagé des avocats de haut niveau et des conseillers en relations publiques. Pour les enquêteurs, cela ressemblait moins à des parents en deuil qu'à une stratégie de confinement. Le Renault Scénic et le silence qui l'entourait sont devenus des symboles de l'affaire. Le coffre murmurait avec l'ADN, les journaux téléphoniques parlaient d'absence,
et les questions sans réponse résonnaient des plus forts que toute explication. Dès le tout début, la disparition de Madeleine McCann n'a pas été traitée comme une affaire d'enfant disparu ordinaire. En quelques jours, les McCann avaient engagé une équipe de relations publiques professionnelles, des stratèges médiatiques et des conseillers juridiques. Les conférences de presse étaient polies, les interviews soigneusement gérées et les récits négatifs rapidement contrés par des menaces juridiques. Pour de nombreux enquêteurs, cela ressemblait moins à une recherche désespérée d'une fille disparue qu'à un effort calculé pour protéger une image. La presse britannique, à quelques exceptions près, s'est ralliée à leur cause. Les titres présentèrent le couple comme des victimes tragiques, tandis que les critiques qui mettaient en doute leur histoire étaient beau souvent dépeints comme des théoriciens du complot ou des cyniques sans cœur. Même le gouvernement britannique s'est montré inhabituellement impliqué, offrant un soutien diplomatique et une pression qui ont influencé la manière dont les autorités portugaises ont traité l'affaire. Le récit de l'enlèvement s'est rapidement durci et toute explication alternative a été mise de côté. Pendant ce temps, des preuves clés, les alertes des chiens cadavres, le sac de tennis disparu, les incohérences dans les chronologies, ont été minimisées ou rejetées. Les témoignages de témoins qui désignaient Gerry McCann comme portant un enfant ont été minimisés. L'enquête, au lieu de suivre chaque piste, s'est enlisée dans la gestion médiatique et l'influence politique. Avec le temps, le silence est devenu plus lourd que les mots prononcés. Ce n'était pas seulement le silence des questions sans réponse, mais le silence imposé par les institutions, les avocats et les gouvernements. L'histoire racontée au monde était celle d'une enfant kidnappée. L'histoire enfouie en dessous pourrait avoir été celle d'un accident et d'une dissimulation. Mais dans la guerre entre la preuve et le récit a prévalu. Et ainsi, année après année, l'affaire est devenue moins une question de Madeleine et plus une question de réputation, d'une famille, d'une nation, d'institutions peu disposées à admettre leur échec. Le silence est devenu non seulement un symptôme du chagrin, mais une stratégie de survie. Près de 2 décennies se sont écoulées depuis la nuit où Madeleine McCann a disparu, et toujours aucun corps n'a été retrouvé, aucune réponse définitive n'a été donnée, aucune conclusion n'a été atteinte. Ce qui reste n'est pas seulement une enfant disparue, mais une affaire définie par des contradictions, des preuves manquantes et un silence qui s'est alourdi avec le temps. Les questions sans réponse sont aussi obsédantes que les preuves elles-mêmes. Pourquoi les chiens détecteurs de cadavres ont-ils réagi à l'intérieur de l'appartement, aux vêtements de Kate, et plus tard dans le coffre du Renault Scénic? Pourquoi un sac de tennis, autrefois vu quotidiennement dans les mains de Gerry, a-t-il disparu sans laisser de traces? Pourquoi Martin Smith, avec 81% de certitude, a-t-il identifié Gerry comme l'homme portant une enfant inerte cette nuit-là? Et pourquoi Kate a-t-elle refusé de répondre à 48 questions qui touchaient au cœur même de ce qui s'est passé? L'histoire de Madeleine McCann est devenue plus qu'un mystère. C'est un miroir reflétant comment la vérité peut être enterrée lorsque l'image, l'influence et la peur entrent en collision. La police portugaise a admis des erreurs critiques au cours des 48 premières heures, n'ayant pas fouillé les buissons derrière l'appartement, n'ayant pas sécurisé la zone. Les médias britanniques ont façonné l'opinion publique, tandis que la pression gouvernementale a orienté la direction de l'enquête. Chaque occasion manquée a approfondi l'ombre. Et ainsi, le silence perdure. Un silence qui a peut-être commencé dans la panique, mais qui a été maintenu par des années de gestion, de stratégie et de protection. Silence de ceux qui pourraient en savoir plus. Silence des institutions peu disposées à affronter ce que les preuves suggèrent. Silence qui, à bien des égards, a enterré la justice aux côtés de Madeleine. L'héritage de cette affaire n'est pas seulement une fille disparue, mais un rappel de la fragilité de la vérité lorsqu'elle menace la réputation et le pouvoir. Jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de rompre le silence, la vérité reste enfermée. Derrière des portes closes, sous des sols carrelés, et dans les échos d'une heure que personne n'a jamais expliquée.